De décembre à mars 1996, une série de meurtres chaotiques frappe Bratkovichi et Bousk, dans la région de Lviv. 6 morts après ces événements. Tous les forces de l'ordre locaux sont concentrées sur la capture du meurtrier. Une récompense en argent est promise à celui qui retrouvera le criminel. Le mécanicien de 29 ans, Yuri Mazola, devient suspect. Peu après son arrestation, sa mère apprend sa mort. Abus de pouvoir, asphyxie mécanique. Après son arrestation, le jeune homme n'a pas signé d'aveu. La mère a retrouvé le corps de son fils marqué de coups. C'est la voisine de Yuri qui l'a signalé aux enquêteurs. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs arrêtent le meurtrier. C'est un criminel très dangereux, dont le nom reste célèbre bien au-delà de l'Ukraine. Il s'appelle Anatoly Onoprienko. Bonjour, je suis Angelina. Nous continuons à vous parler de crimes retentissants et de personnes très dangereuses. Vos likes et activités sous cette vidéo soutiennent notre travail. Merci. Merci. À la fin du siècle dernier, Anatoly Onoprienko a fait des familles ses victimes. En 1999, il a été condamné pour le meurtre de 52 personnes, dont 11 enfants. La plus jeune victime du criminel n'avait que 3 mois. La carrière criminelle d'Onoprienko comporte 2 phases. Nous allons bientôt vous en parler. Anatoly Onoprienko est né en 1959 à Lossky, région de Jitomir. Son père, ancien combattant et alcoolique, abandonne la famille quand Anatoly a 1 an. 3 ans plus tard, la mère d'Onoprienko meurt d'une insuffisance cardiaque. Avec son frère Valentin qui avait 14 ans de plus que lui, il part vivre chez ses grands-parents pour être élevé par eux. Bientôt, il séjourne dans un orphelinat jusqu'à son entrée à l'école technique forestière. Ensuite, l'armée et l'école maritime d'Odessa. Jusqu'en 1986, le futur criminel part en mer sur un paquebot de passagers. On dit qu'à l'époque, Onoprienko volait déjà en forçant coffres, attachés cases et sacs dans les cabines. L'équipage connaît les vols, mais ne parvient pas à surprendre le voleur. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2010, alors que j'étais chef du département national des affaires intérieures de l'Ukraine. Nous nous sommes rencontrés 7 fois. D'ailleurs, son enfance n'a pas été si catastrophique que ça, pour qu'on puisse faire un lien direct. Son début maniaque et son enfance, il a quitté la marine car son contrat était terminé. Oui, ils ne l'ont plus repris sur ce navire. Mais très probablement, encore une fois, pas parce qu'il volait, mais plutôt à cause de son caractère insupportable. Il est désagréable et difficile à communiquer. Tellement désagréable que c'en est insupportable. Après avoir quitté la marine, Onoprienko trouve un emploi dans les pompiers et vit en concubinage avec la femme qu'il aime. Ils ont un fils, mais la relation n'a pas duré longtemps. Anatoly commence à fréquenter une autre femme et quitte bientôt sa famille. À la fin des années 80, Anatoly Onoprienko rencontre son futur complice, Sergueï Rogozine. Lors de sa rencontre avec Anatoly Onoprienko, Sergueï Rogozine, vétéran d'Afghanistan, avait reçu la médaille du combattant internationaliste. On disait de lui qu'il était exceptionnel. Sergueï est marié, il élève une fille de 10 ans. Les hommes sont amis et vendent ensemble des légumes et des fruits. Un jour, Anatoly Onoprienko propose à son ami de gagner de l'argent facilement par un braquage, marquant le début des meurtres. Au cours des 3 mois de l'année 1989, il y a eu 3 épisodes de ce genre. Le premier crime a lieu le 14 juin 1989. Onoprienko prévoit de trouver une voiture garée et de la cambrioler, tandis que son complice doit rouler lentement sur la route et, après avoir reçu le signal, récupérer son partenaire. Les criminels repèrent une zigoulie adaptée à Dnipropetrovsk. Voyant un couple marié dormir dans la voiture, Onoprienko abat l'homme. Il ordonne alors à son épouse effrayée de sortir de la voiture. Elle tente d'appeler à l'aide et Onoprienko la tue. Le criminel cache les corps dans la forêt et brûle la voiture. L'argent gagné, soit 30 roubles, les hommes l'ont partagé et ils ont vendu l'autoradio au marché. Avant, j'étais enquêteur principal pour les affaires particulièrement importantes à la direction principale des enquêtes du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine. La brigade criminelle, nous avons beaucoup et longuement communiqué avec Onoprienko. Oui, il exerçait son pouvoir sur la victime, ce qui lui plaisait probablement. Il en tirait du plaisir. Pas du meurtre, mais de la possibilité de disposer pleinement, en toute légitimité,
de façon catégorique. Disons-le ainsi. Irrémédiablement, avec une vie étrangère. C'est le pouvoir. C'est une sorte de drogue. Une personne en dépend du meurtre, du processus de tuer, le plaisir ressenti. Disons du phénomène de la mort, du phénomène de mourir, de la contemplation de cela. Et ce plaisir allait jusqu'au plaisir physique, même jusqu'à l'orgasme. C'est cela qui les motivait. Parce que, comment dire, le profit. Tuer pour le profit, c'est un degré extrêmement extrême. On peut aussi s'enrichir d'autres façons. Pour l'amour de Dieu, on peut simplement voler, on peut dérober de n'importe quelle manière. Il n'est absolument pas nécessaire de tuer pour cela. Le deuxième braquage a été commis par les complices dans la région de Rivne le 16 juillet, un mois après le premier crime. Ce jour-là, le couple Wasiliuk de Białystok, Pologne, allait chez leur nièce en Fiat. Dans l'habitacle de la voiture, j'ai vu un homme et une femme endormis. Quand l'homme a saisi le canon de mon arme, j'ai tiré sur lui à bout portant, puis sur la femme. Nous avons placé les corps dans l'habitacle, puis transféré les affaires des victimes dans notre voiture. J'ai pris l'alliance en or à la femme, retiré les plaques polonaises de la Fiat, puis aspergé d'essence et incendié la voiture. Quand la Fiat a pris feu, je suis allé à pied jusqu'à la route où Rogozin m'attendait. Nous sommes partis dans notre voiture avec le butin. Ce crime a rapporté gros aux complices, car les victimes transportaient beaucoup d'affaires et une grosse somme d'argent ce jour-là. Onoprienko est satisfaite du résultat du crime et en août, les complices partent à Odessa pour vendre ce qu'ils ont volé. Le 16 août, revenant de la ville du Sud, Onoprienko et Rogozin décident de commettre un troisième crime. Une famille de 5 personnes était cette fois dans la voiture. Un homme de 45 ans, ses 3 jeunes sœurs de 22, 25 et 27 ans et son fils de 11 ans. Le butin du meurtrier, au prix de 5 vies perdues, s'élevait à 50 roubles. À l'époque, j'étais différent, et si j'avais su qu'il y avait 5 personnes, je serais parti. À cette époque, en 1989, j'étais encore à moitié homme, à moitié bête. Je suis désormais un démon sans remords, mais après avoir tué 5 personnes, j'ai tenté de me suicider. Il parlait de son complice avec une certaine condescendance, disons-le, de haut. C'est pourquoi, très probablement, il a tout simplement écrasé son complice par son charisme. Et je ne pense pas qu'il s'agissait simplement de menaces. Il l'a complètement soumis à son autorité pratiquement à 100%. Il a brisé sa volonté par ses actes et paroles. Tout d'abord, il sait convaincre, c'est pourquoi il imposait son charisme à tous ceux qui étaient autour de lui. 6 mois après son troisième crime, en février 1990, Anatoly Onoprienko franchit illégalement la frontière hongroise. Ainsi s'acheva la première étape de la vie criminelle d'Onoprienko. En 3 mois, en 1989, les complices ont brutalement tué 9 personnes, dont un enfant de 11 ans. Il évitait le sujet des enfants. Catégoriquement, mais je vais expliquer en 2 mots. Eh bien, il fallait qu'il n'y ait pas de témoin. Encore une fois, c'est comme ça, c'était un témoin, mais il ne devait rien rester de vivant. Et d'ailleurs, il a dit qu'il avait aussi tué un chat et un chien dans d'autres maisons. Tout être vivant doit être détruit. Dans les environs, voilà, dans sa zone d'action. Onoprienko est sûr qu'on le cherche. À l'étranger, il se procure de faux papiers et demande même l'asile politique auprès des ambassades de la Grèce, du Canada et de l'Espagne. Mais il essuie des refus partout. Expulsé 4 ans plus tard, le meurtrier retourne en Ukraine. Peu importe ce qu'il a fait là-bas, même des meurtres, je n'y crois pas. Nous ne savons pas ce qu'il a fait en Allemagne. Nous ignorons où il est allé, s'il est passé par la Tchéquie et ses aventures. Voici un épisode précis depuis la région de Kiev jusqu'à Lviv. Voilà ce qu'il a fait. Il est allé 4 fois au Portugal et revenu par l'Europe. Pendant qu'on le cherche ici, on le cherche aussi en Ukraine, Biélorussie, Transnistrie et Géorgie. Il parcourt l'Europe à pied jusqu'au Portugal et revient. Il dit « Personne ne me touchera, je marche sans enfreindre les règles. Qui aurait besoin de moi là-bas après 300 ans? On peut manger, gagner un peu d'argent et dormir quelque part. Tout va bien, pas besoin d'argent. Pendant l'aller-retour, on t'oublie déjà. » De retour chez lui, l'homme est très tendu et craint d'être arrêté. Le 31 mai 1994, un événement étrange touche Onoprienko. Après son retour en Ukraine, dans le bâtiment de la gare, il se tient sur une jambe et reste dans cette position littéralement toute la journée.
Ainsi, Onoprienko fait semblant d'être une personne mentalement instable. Il est emmené par la police, puis passe 3 mois et demi dans un hôpital psychiatrique. C'est là qu'il comprend que ses crimes ne sont toujours pas élucidés et que personne ne le recherche. Peu après, le meurtrier quitte l'hôpital. Anatoly, sans argent ni logement, s'installe chez son frère aîné dans le village de Narodichi, région de Jitomir. Onoprienko, ne trouvant pas de travail, songe de plus en plus à reprendre le crime. La seconde étape de la vie criminelle du meurtrier débute ainsi. En octobre 1995, il vole une arme de chasse, des munitions et un couteau à une connaissance, puis recommence à tuer. Valentin, son frère biologique, se souviendra plus tard de cette période. Il affirmait qu'il faisait du commerce de détail et de gros avec différents produits. Il a offert une montre-bracelet électronique à sa femme et une veste à moi. Je pensais qu'il l'avait prise de son propre dos, qu'il l'avait portée lui-même avant. J'ai remarqué qu'il portait différentes vestes, différents pantalons. Eh bien, cela voulait dire qu'il avait de l'argent, donc. Rien d'inhabituel dans son comportement. Il répétait souvent que nous vivions pauvrement et que la situation empirerait. Les meurtres qui avaient lieu alors dans toute l'Ukraine, nous en discutions en famille, Anatoly y participait aussi. J'ai été choqué d'apprendre que mon frère était suspecté de ces meurtres. Je ne peux l'exprimer avec des mots. À la mi-janvier 1996, les enquêteurs ukrainiens sont finalement convaincus qu'un seul individu commet les meurtres de masse suivis de vols. Toutes les affaires similaires ont été regroupées en une série. Anaprienko avait alors tué 43 personnes et des milliers ont été mobilisés pour l'arrêter. Le 14 avril 1996, Anatoly Onoprienko est arrêté alors qu'il vit à Yegorov, région de Lviv. L'arrestation a eu lieu chez sa compagne, où de nombreuses preuves de l'implication d'Onoprienko dans les meurtres ont été trouvées lors de la perquisition. À ce moment, personne ne traquait spécifiquement Onoprienko. Le rapport officiel précise que tout le pays le recherchait activement et qu'il était sous avis de recherche. Il existe plusieurs versions, dont l'officielle de la police publiée dans les communiqués de presse, concernant les résultats des opérations de recherche menées avec succès. L'emplacement de la personne soupçonnée de plusieurs crimes a été localisé et un grand groupe d'intervention s'est rendu sur place. La deuxième version, plus terre à terre, concerne l'officier qui s'occupait du secteur. Oui, il est venu selon le signalement. Une équipe de permanence assurait une intervention rapide. N'ayant pas attendu, il y est allé lui-même. Et quand il est arrivé à temps, justement, eh bien, il y avait un petit incident là-bas. Anatoly Yurievitch avait un pistolet tronqué dans l'un de ses sacs. Le deuxième pistolet tronqué était dans l'armoire. L'enquêteur a réussi à le pousser du pied. Une bagarre a éclaté. Et c'est à ce moment-là que les gars qu'il n'avait pas attendus sont arrivés. Je crois là la deuxième version parce qu'elle est plus crédible. En 1995 et 1996, quand j'ai tiré sur 43 personnes, c'était une chasse à l'homme ordinaire. La seule différence entre la chasse aux lièvres et aux loups, c'est que là, c'était une chasse à l'homme. Anatoly Onoprienko a avoué 52 meurtres lors de reconstitutions judiciaires. Les enquêteurs redoutaient que les habitants tuent le criminel, alors ils lui mettaient parfois un gilet pare-balles. Après son arrestation, le criminel a affirmé à plusieurs reprises lors de l'enquête avoir été en contact avec une force puissante. Aujourd'hui, il pourrait exister sur Terre ou dans l'espace des forces supérieures capables d'influencer et de programmer certaines personnes à distance. Certaines personnes doivent le faire. Je pense avoir été préparé à ce rôle et avoir bien rempli la mission. Tuer pour 14 kopecks ou une bague en argent vaut-il la vie d'une personne? Il a alors cherché des arguments plus convaincants. À propos du fait qu'il y soit. Une voix, soufflée par l'univers, le guidait comme si tout était prédestiné. L'intelligence suprême a défini la formule. Et il a calculé combien de communistes il fallait tuer, combien d'homosexuels, combien de judéo-maçons. C'est un héros, un messie doté d'un don venu d'en haut. Il s'est approprié cette formule. Le procès d'Anatoly Onoprienko a commencé le 3 novembre 1998. Son dossier comptait 99 volumes et a eu un fort impact dans la société. Le peuple exigeait qu'Onoprienko soit lynché. D'autres pensent que je suis un tueur maniaque, mais en réalité, je suis la plus grande victime. J'ai fait tout cela et j'ai tout vu. J'ai souffert plus que quiconque. Que voient-ils après être venus pleurer, parler alors que moi j'ai tout fait et ces enfants innocents qui te regardent, je les ai tués?
Sergueï Rogozine a aussi comparu au tribunal avec Onoprienko, dénoncé comme complice par le tueur en série durant l'enquête. Le 1er avril 1999, le tribunal a reconnu Onoprienko coupable de 52 meurtres et l'a condamné à la peine capitale. Sergueï Rogozine a été condamné à 13 ans de prison. Je veux la mort. Personnellement, en tant qu'homme, cette vie ne m'intéresse plus. Je suis satisfait d'avoir commis plusieurs meurtres planifiés, car une décision présidentielle me concerne et une exécution aura lieu, ce qui me satisfait. Un an plus tard, en 2000, le président ukrainien Leonid Kuchma a signé un moratoire sur la peine de mort. Il demande plus tard à une organisation internationale une exception pour Anatoly Onoprienko. Je ne vois pas d'autre châtiment que la peine de mort. Je suis prêt à m'adresser à toutes les organisations internationales, parce que de tels monstres ne devraient pas être sur notre terre. La demande est refusée et la peine de mort d'Onoprienko devient la réclusion à perpétuité. L'homme a passé près de 17 ans à l'isolement en prison. Les employés de la colonie de Jitomir affirment que les autres détenus refusaient de partager sa cellule. Le 27 août 2013, Anatoly Onoprienko est décédé d'une insuffisance cardiaque. Les proches du criminel ne l'ont ni visité en prison ni organisé d'adieu. Il a été enterré aux frais de l'État dans un lieu secret. Sur moi, Onoprienko. En général, il m'a donné l'impression d'une personne tout à fait hors du commun. Quoi qu'on ait pu dire sur lui, qu'il avait une faible éducation, rien de tout cela n'est vrai. Mais en tant qu'enquêteur expérimenté, je dirais que cet homme, en général, il a des connaissances. Oui, ses connaissances sont effrayantes. Oui, sa pratique est vraiment monstrueuse et diabolique. Mais c'est un trésor, il fallait le préserver. Cela concerne aussi la peine de mort. Là-bas, il aurait été fusillé, pas ici. Ces gens-là, il faut les préserver comme la prunelle de nos yeux. Il faut les étudier, il faut communiquer avec eux. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre suivra ses traces et nous comprendrons déjà. Comme dans les anciens reportages de la chaîne, nous cherchons toujours à vous parler des gens et des différentes manifestations humaines. Nous vous serions reconnaissants si vous n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. À très bientôt